Orthoptiste et président d'honneur du syndicat des orthoptistes, le SNAO, je reçois aujourd'hui Laurent Milsten. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide des ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation et le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Laurent nous offre une masterclass sur l'évolution de l'orthopsie depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Nous évoquerons donc la création des protocoles de collaboration entre orthoptistes et ophtalmologistes, mais également des cotations qu'il a contribué à faire naître, notamment l'AMY 8.5 et 8.7. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé, Laurent Milsten est notre invité aujourd'hui, un orthoptiste pas comme les autres, parce qu'avec une énorme expérience, des faits d'armes, comme s'il en pleuvait. On va voir ça avec toi, Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un honneur de te recevoir aujourd'hui. On va pouvoir aborder énormément de choses. J'ai l'impression qu'on va faire une sorte de masterclass en orthopsie avec beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent et que peut-être on a assez peu abordé jusqu'alors dans les divers contenus qu'on a pu trouver à droite et à gauche. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Donc, Laurent Milsten, orthoptiste diplômé de 1985, donc du XXe siècle. J'ai commencé immédiatement en avril 80, non, oui, en mars 86. J'ai racheté un cabinet, puisqu'à l'époque, les cabinets se vendaient, en tout cas, ils se rachetaient. Donc, j'ai racheté un cabinet à une collègue qui avait deux cabinets et qui ne pouvait plus assumer les deux cabinets ensemble, donc un cabinet à plaisir, un cabinet qui tournait bien. Donc, j'ai immédiatement gagné ma vie. Et justement, comme j'ai profité de l'opportunité que ce cabinet tournait, j'en ai ouvert un autre, un deuxième chez moi, donc dans ma ville de naissance où je suis toujours actuellement, à Marly-le-Roi. Et donc, pendant X années, de très très nombreuses années jusqu'à ma présidence du SNAO, j'avais donc deux cabinets libéraux, un à Plaisir, un à Marly-le-Roi. Et j'ai eu entre-temps d'autres activités comme 10 ans dans un hôpital gérontologique spécialisé dans les troubles de l'équilibre. Donc là, j'ai appris à travailler en équipe, ce qui ne m'était jamais arrivé puisque j'ai toujours été en libéral seul. Et j'ai aussi participé à de nombreuses missions en dehors du SNAO que j'ai rejoint immédiatement dès mon diplôme, donc dès 86. J'ai aussi participé à la création d'un réseau ville-hôpital dans la ville de Plaisir. J'en ai été vice-président et voilà, et les missions se sont enchaînées. Et maintenant, depuis que j'ai pris la présidence de l'UNRIO, du SNAO, parce que j'ai aussi pris la présidence de l'UNRIO, mais du SNAO en tout cas, donc depuis 2010, j'ai été obligé de me séparer d'un de mes cabinets, donc celui de Plaisir puisque j'avais plus assez de temps. Le SNAO me prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, j'ai continué avec l'hôpital, mon cabinet de Marly-le-Roi et le SNAO qui était vraiment. Alors, je ne voudrais pas dire chronophage, puisque j'ai vraiment adoré cette période-là, mais qui m'obligeait à barrer de nombreuses demi-journées dans mon agenda de patient. Oui, forcément. Super, très bien. Alors, première question un petit peu rituelle. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler où en était l'orthopsie quand tu t'es installé? Parce que maintenant, je dirais qu'un jeune qui sort de son bac, il va choisir l'orthopsie, pas forcément pour la même raison que les tiennes à l'époque. Pourquoi est-ce que toi, tu avais choisi l'orthopsie? Alors, un peu comme Nadia Rousseau le disait l'autre jour, je suis un recalé de médecine. Alors moi, j'ai fait 2 ans de médecine, non pas pour faire médecine, mais pour faire dentaire. C'est ce qui me tentait en tout cas. Je le raconte souvent, je l'ai raconté aussi dans le livre que Point Vision a édité, c'est que le dernier jour de ma deuxième année, on nous a remis un livret, que faire en cas d'échec au PCEM1, puisqu'à l'époque ça s'appelait PCEM1. Et donc, bien sûr, comme j'ai échoué, j'ai feuilleté le petit carnet, que faire en cas d'échec. Alors, il y avait plein de choses. Il y avait kiné, mais ça me tentait pas. Il y avait podologue, ça me tentait pas. Je me suis inscrit quand même comme assistant de radiologie, mais j'avais toujours eu envie de faire du libéral. Donc, c'était pas quelque chose qui me tentait de beaucoup. Et je suis tombé sur orthopsie, dont je ne savais absolument rien.
J'ai essayé de contacter le SNAO à l'époque, qui était un petit syndicat dans une petite pièce de 10 mètres carrés en plein Belleville dans les années 80 que je n'ai jamais trouvé. Donc le SNAO, ma première rencontre avec le SNAO, je ne l'ai jamais eu. Et donc, en fait, en lisant le descriptif dans l'étudiant, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et voilà, j'ai passé à l'époque ce qu'on appelait le probatoire. Je ne sais pas si tes autres invités en ont déjà Non, parlé. non. C'est-à-dire qu'à l'époque, on rentrait à la fac en septembre, on avait 3 mois d'enseignement, septembre, octobre, novembre, et en décembre, on passait le probatoire, donc qui était le concours. D'accord. Et donc, les gens qui avaient le concours continuaient en janvier. Les gens qui n'avaient pas le concours, bah, ils n'avaient plus qu'à attendre 6 mois avant de pouvoir s'inscrire ailleurs. Et c'est pour ça que le probatoire a été finalement abandonné au bout de quelques décennies, parce qu'on se retrouvait avec plein d'étudiants qui n'avaient plus de filière, parce qu'ils avaient été recalés en décembre, et donc ils avaient juste à attendre 6 mois le temps de se réinscrire. D'accord, ok, très bien. Et donc, du coup, tu le disais, tu choisis l'orthopsie pour cette envie de libéral. Euh, C'est ça. comment donc, du coup, tu as fait une carrière sans avoir travaillé du tout en salarié avec un ophtalmo, parce que à l'époque, j'imagine que il y avait déjà des orthoptistes dans les années 80 qui travaillaient avec des Très ophtalmos. peu, très très peu. Il y avait des orthoptistes salariés, mais la grande majorité étaient salariés de l'hôpital, des CHU et des hôpitaux. Et mon prédécesseur, en tout cas l'équipe qui m'avait précédé et que j'ai intégré au sein du SNAO dès 86, était la première génération qui a obtenu le droit de faire du libéral et qui a donc sorti les orthoptistes des cabinets d'ophtalmo. Et donc il n'y en avait quasiment plus. Quasiment plus. Il en restait quelques-uns qui travaillaient avec des strabologues. À l'époque, il y avait des strabologues. Il y en a peu encore maintenant, mais à l'époque, il y avait des strabologues. Donc, on avait encore quelques collègues qui travaillaient avec les strabologues, mais tout ce qui était aide à la consultation, tout ce qui était collaboration interprofessionnelle, ça n'existait pas. Et on n'avait même pas le bilan orthoptique, et on n'avait même pas le diagnostic orthoptique, et on avait eu juste le droit d'obéir à l'ordonnance du bilan plus 12, 15, 10 séances, avec la cotation fixée par l'ophtalmo. Et voilà, on était très, 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 très peu autonome et on était vraiment pieds et poings liés. Donc voilà, même en libéral, on était, j'allais dire, inféodé à nos prescripteurs ophtalmo. Et à l'époque, d'ailleurs, on disait que pour faire vivre un orthoptiste, il fallait 5 ophtalmos. Alors Ouais, que maintenant, on dit qu'il faut 5 orthoptistes pour faire vivre un ophtalmo. ouais. Et comme quoi la balance a changé. Alors justement, on va en parler. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait, donc du coup, que dans les années 90-2000, la situation de l'orthoptiste a évolué? Est-ce directement des revendications des orthoptistes ou un besoin des ophtalmos ou quelque chose de concomitant? Raconte-nous un petit peu ça. Alors ça, c'est une histoire intéressante, c'est-à-dire que les ophtalmos ont commencé à faire des études sur leur démographie et se sont aperçus qu'ils allaient aller vers une pénurie avec de plus en plus de demandes de soins. Et donc, ils ont demandé aux orthoptistes de revenir à nouveau dans les cabinets pour venir les aider. À l'époque, je n'étais pas président, c'était mon prédécesseur, Marie-Hélène Abadi, qui était présidente. Mais comme je te l'ai dit à la seconde, Marie-Hélène et son équipe avaient tout fait pour sortir les orthoptistes des cabinets d'ophtalmo. Et donc, quand les ophtalmos sont revenus vers le SNAO, le SNAO, historiquement, avait du mal à accepter le retour des orthoptistes en tant que, à l'époque, on disait petite main, c'était un peu péjoratif. Mais voilà, mes prédécesseurs ne voulaient pas retourner, devenir à nouveau des petites mains. Et c'est à cette époque-là que le deuxième syndicat des orthoptistes s'est créé, qui s'appelait le SOF. Le SOF acceptait cette main tendue des ophtalmos, le SNAO ne l'acceptait pas. Donc ça s'est poursuivi pendant quelques années comme ça. Et là-dessus, j'ai pris la présidence du SNAO en 2009. Et moi, j'ai jamais été fermé à aucune perspective d'évolution de la profession. Et c'est là que j'ai repris contact avec le clan plutôt orienté avec l'autre syndicat d'orthoptistes, et où on a échangé. Et moi, j'ai dit que j'étais pas forcément contre, que ça pouvait être une perspective d'avenir pour la profession, tout en restant parallèle, ou en tout cas mixte avec le libéral. Et de ce fait, bah, on a accompagné la volonté et des ophtalmos et des orthoptistes, parce que certains orthoptistes étaient quand même assez demandeurs de pouvoir aller travailler avec les ophtalmos. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours été ouvert parce que
dans mon esprit, une carrière, c'est très long. Mhm. On peut aller dans toutes les directions, on peut faire un peu d'aide ophtalmo, on peut faire un peu de libéral, on peut un jour, du jour au lendemain, fermer son cabinet, aller travailler en salarié uniquement. Puis, quand on n'a plus envie de faire de salarié, on peut rouvrir un cabinet libéral. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours voulu maintenir l'unicité de la profession dans la formation et dans l'exercice et ne pas faire des tuyaux d'orgue où chacun resterait bloqué du début à la fin de sa carrière. Et c'est pour ça qu'actuellement, encore les orthoptistes, je ne sais pas ce que mon successeur Mélanie, que tu as déjà interviewé, fera, mais je pense qu'elle a à peu près le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire qu'on a un décret de compétence et il faut que les orthoptistes puissent naviguer, jongler, changer, mais en tout cas restent dans leur décret de compétence sans qu'on cloisonne les compétences. D'accord, très clair, c'est intéressant. C'est vrai que c'est la première fois que j'aborde ce sujet-là, sur la genèse de tout ça. Alors, tu l'as expliqué, les ophtalmos ont besoin de, entre guillemets, «petites mains» pour les aider et en tout cas, réduire leur charge de travail pour pouvoir voir plus de patients et réduire leur délai. On est OK. Mais par contre, il y a eu des évolutions, qui ont eu lieu par la suite avec de plus en plus de délégations, des protocoles et cetera, de nouvelles cotations. Comment est-ce que c'est venu ça? Parce qu'on aurait pu s'arrêter, en fait, à dire: «OK, ben, vous êtes avec nous, on augmente les volumes, on va réduire les délais, on a fait le boulot, mais par contre, en libéral, ben, vous n'allez pas avoir plus de prérogatives». Comment ça se fait? Puisque on le sent, le syndicat ophtalmo, et les ophtalmos en eux-mêmes n'étaient pas vraiment pour, une telle autonomie. Comment ça s'est passé tout ça? Ça s'est passé, alors, je pense que la genèse est partie de Jean-Bernard Rottier, donc, qui était président du SNOF à l'époque, qui a voulu, pendant le temps où il n'était pas à son cabinet, parce il est quand même dans une région qui était quand même déjà, peut-être pas un désert, mais en tout cas un petit peu sous-dotée en ophtalmo, il a voulu effectivement pouvoir augmenter son flux de patients et il a inventé le RNO, donc le protocole de pré-consultation à visée d'adaptation ou de prescription du net pour ses orthoptistes. Il l'a expérimenté dans son cabinet. Pour le RNO, on n'a jamais été contre, en tout cas, on ne s'est jamais opposé à ce que Jean-Bernard voulait mettre en place. La seule revendication que nous, on avait, c'était que Jean-Bernard Rottier avait limité le RNO à l'unité de lieu de travail. Donc, il fallait que ce soit dans le cabinet de l'ophtalmo, ou en tout cas dans la même clinique ou dans le même hôpital, et pas dans la rue en face. Et moi, je lui ai toujours dit, si on peut le faire dans le même bâtiment, on peut le faire d'une rue à l'autre. Bon, là-dessus, on n'a pas réussi à tomber d'accord, mais ce qui n'empêche que ça a ouvert un peu les esprits quand même. Et le professeur Muren est arrivé là-dessus et a inventé la même chose que le RNO, mais à distance. Et là, ça a explosé. Et là, ça a explosé, puisqu'il n'y avait plus besoin d'être dans l'unité de lieu de l'ophtalmo. On pouvait le faire à distance. L'ophtalmo restait le maître du diagnostic et le maître de la prescription et le maître de la reconvocation du patient, mais les orthoptistes étaient en quasi-autonomie, en tout cas, dans un lieu dédié pour recevoir les patients, sans que ce soit le lieu uniquement de l'ophtalmo. Alors, on le sait, ces 2 protocoles, RNO et Muren, sont capés en termes d'âge de patient et donc du coup, du type de patient que l'on peut recevoir en tant qu'orthoptiste. Heu, j'ai entendu dire que le Muren serait élargi. Est-ce que tu as une idée, de ce qui va se passer? Alors oui, en tout cas, en tant qu'administrateur du SNAO, que j'étais encore la semaine dernière et que je viens de quitter, euh, oui, a priori, le Muren va être étendu jusqu'à 65 ou 70 ans. Les choses sont écrites, les choses sont quasi validées par tout le monde. Maintenant, c'est vrai que nos adhérents, les adhérents du SNAO n'arrêtent pas de nous dire alors, ça avance, pourquoi pas, pourquoi ça ne se publie pas. Je pense que c'est du côté du ministère et des arrêtés qu'il faut se tourner. Mais en tout cas, c'est plus du côté des professionnels parce que et les ophtalmos et les orthoptistes ont travaillé en amont et sont tombés d'accord sur l'extension de l'âge, sur la possibilité de faire d'autres examens supplémentaires et d'aller dans des lieux qui seraient soit des cabinets secondaires, soit des postes avancés d'ophtalmo dans lesquels les ophtalmos devraient quand même passer, puisque ce ne seront pas des postes où ils ne passeront jamais. Voilà, il y a toutes ces évolutions en gestation, mais maintenant, je pense que c'est du côté des pouvoirs publics qu'il faut attendre
le coup de pouce final pour que enfin ça puisse se mettre en place. D'accord. On continue dans l'historique avec l'AMY 8.5, maintenant AMY 8, qui est donc la réfraction réalisée par une orthoptiste, qu'elle soit salariée ou Ou libérale. par un Euh, orthoptiste. Comment? Tu dis une orthoptiste, mais ou par un Oui, c'est orthoptiste. vrai, bien sûr. Alors, c'est qu'elle j'ai ce tic de langage de Non, non, féminiser mais la il y a profession. encore 90 pour 89%, je pense, de femmes chez nous, donc D'accord, on ok, peut d'accord. encore. Donc, du coup, en effet, un orthoptiste, avec AMY 8.5 à l'époque, 8 maintenant, peut faire une réfraction. Comment c'est venu ça? Et comment ça a été perçu et évalué par les orthoptistes? Alors ça a été le tournant. Je pense que ça a été le tournant de ma présidence, en tout cas un des tournants. Mais comme le jour où on a signé la le 8.5, j'ai dit à Nicolas Revel, là, je pense on a vraiment on a pris un virage et vous en aurez été l'artisan et en tout cas l'initiateur. C'est-à-dire que nous avions déjà la réfraction. Alors, elle s'est appelée de différents noms, puisqu'en fait, au début, les ophtalmos ne voulaient pas qu'on l'appelle réfraction, donc on l'appelait mesure objective et subjective de l'acuité visuelle, ce qui ne voulait rien dire, puisqu'une mesure objective de l'acuité visuelle, ça ne se fait qu'en laboratoire, et voilà, mais néanmoins, c'était comme ça. Puis on a eu la réfraction, puis on a eu le droit à la mesure de la réfraction, puis on a eu la mesure de l'acuité visuelle, puis ainsi de suite. Jusqu'au jour où on est arrivé devant la CNAM, donc devant Nicolas Revel et ses équipes, et où on leur a dit, attendez, il y a quelque chose qui dysfonctionne là. Dans les cabinets d'ophtalmo, ce sont 95% des orthoptistes qui font les réfractions. D'après nos collègues et d'après les ophtalmos, 90% de ces réfractions ne sont pas reprises derrière par l'ophtalmo. Donc ça veut dire qu'on est en capacité, en tout cas sur le terrain, on n'est ni dangereux, ni revendicatif. On participe à la prise en charge des patients selon nos compétences, mais on n'avait pas de cotation. Donc maintenant, il faut sauter le pas, quoi. Je veux dire, il faut concrétiser ça dans le marbre et dans la NGAP. Et en plus, si un jour, si vous nous accordez le droit d'avoir une cotation pour cette réfraction, vous allez voir qu'il y a des gens qui viendront directement dans les cabinets d'orthopsie sans avoir à passer par la case ophtalmo, puisqu'à l'époque, c'était vraiment le gros moment où les ophtalmos avaient entre 6 mois et 18 mois d'attente. Et donc, on a argumenté là-dessus en disant, bien entendu, les cabinets d'ophtalmo pourront s'en servir. On ne pensait pas que ça allait être à ce point-là quand même, hein. Mais néanmoins, il y aura toute une partie du monde libéral qui va s'emparer de ce 8.5 et ça va désengorger les cabinets d'ophtalmo. Parce qu'en fait, moi, mon leitmotiv, ça a toujours été, et j'ai entendu l'autre jour qu'un grand patron a repris ce mot-là, mais je ne sais plus qui c'était. Moi, j'ai toujours essayé de prêcher le fait que les orthoptistes deviennent les sages-femmes de la filière visuelle. C'est-à-dire que tout ce qui est physiologique devrait, bien sûr, on peut aller chez l'ophtalmo, mais ne devrait pas encombrer les cabinets d'ophtalmo, mais ça devrait être les orthoptistes qui s'en chargent, comme les sages-femmes se chargent de la physiologie de la femme enceinte et du bébé. Et tout ce qui est pathologique, bien entendu, reste de l'expertise et du domaine de l'ophtalmologie. Et ça, on ne le revendique absolument pas. Bien entendu, on n'a pas fait 15 ans de médecine et on ne veut jamais prendre la place des médecins. Et donc voilà comment on a travaillé avec les équipes de la CNAM, avec cet avenant 12. Et cet avenant 12 qui a donc introduit la MY85 et qui a revalorisé beaucoup d'actes de rééducation et d'actes libéraux. Et en fait, c'était un de mes prérequis quand on a commencé les négociations avec Nicolas Revel et ses équipes. C'est-à-dire que jusque-là, les négociations se faisaient, chaque profession avait un pourcentage d'augmentation de son enveloppe, mais nous, on était vraiment les bonbons derniers. Et donc, en termes de rémunération. Et donc, j'ai dit à Nicolas Revel, j'ai dit, écoutez, si on doit encore augmenter tout le monde du même pourcentage, comme nous, de toute façon, on est les derniers, et qu'à chaque fois quand on prend 10% sur 10 milliards ou quand on prend 10% sur 1 million, ce n'est pas la même chose. Donc, si c'est pour encore creuser l'écart, moi, je ne rentrerai pas en négociation. Mais Nicolas Revel, qui est quelqu'un que j'admire énormément, a bien compris et a dit, non, on ne va pas faire ça, on va remouliner et la convention et la NGAP pour que vous soyez rémunérés de façon correcte et que vous puissiez vivre de votre travail
investir dans du matériel et justement prendre en charge la réfraction et la MY85. Et c'est ainsi que depuis, on est devenu une profession, même en libéral, qui n'est plus la dernière et qui a des revenus qui ont largement augmenté de manière importante. Alors justement, les revenus de l'orthoptiste ont énormément augmenté, hein. Je me souviens, moi, pourtant je suis rentré en 2014-2015 en ophtalmologie, heu, on offrait moins de 2 000 € net pour une orthoptiste. Désormais, on est alors peut-être pas au double, mais pas très, très loin dans certaines, régions. Comment toi tu as vécu ça de l'intérieur? Sous question, comment l'évolution forcément, parce que la demande étant présente, l'évolution, du salaire, forcément. Et puis deuxième chose, le fait que, ben, finalement, l'enveloppe qui avait été prévue par la CNAM pour, la MY 8.5 a été complètement explosée. Comment est-ce que tu as vécu ces 2 choses-là? Alors, le fait que les salaires progressent, c'était, je veux dire, on trouvait ça tout à fait naturel. C'est-à-dire Comme un que, rattrapage finalement. hein, comment, excusez-moi, Comme un excusez-moi. rattrapage finalement. Oui, comme un rattrapage. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'un orthoptiste, alors à l'époque, les statistiques disaient entre 40 et 50% de file active plus importante. Moi, je pense qu'un orthoptiste faisait gagner facilement 60% de file active, un ou deux orthoptistes, hein, soit 60 à 70, 60% de file active à un ophtalmologiste employeur. Voilà, il fallait que tout le monde puisse gagner sa vie, hein. Je veux dire, si un ophtalmo gagnait 60% en plus, un orthoptiste devait quand même gagner un petit peu plus quand même. Donc, Bien sûr. le fait que les orthoptistes salariés gagnent plus, ça ne m'a pas choqué. Sauf ce qui est arrivé dans les centres de santé Oui. fraudeurs qu'on a vus et de chiffres dont on a entendu parler à 5 000, 6 000 euros. Bon, c'était assez démesuré, mais on sait comment ils y arrivaient, hein, malheureusement. Euh, Après, pour le 8,5, euh, j'avoue qu'on ne l'avait pas mesuré. On, on pensait pas que les ophtalmos allaient s'en emparer de manière aussi importante, et je sais que tu y contribues pour les inciter à optimiser la nomenclature. Et je me souviens que très vite, puisqu'on a quand même signé l'avenant 12 en avril, la MY85 est entrée en œuvre 6 mois plus tard, donc au mois d'octobre, puisqu'il y a les amortisseurs économiques. Et donc, d'octobre à décembre, on a eu une explosion du 8.5. Donc, on s'est très vite penché sur les études de cas, et on s'est aperçu que c'était plus dans les cabinets d'ophtalmo que dans les cabinets d'orthoptistes. Pareil, j'ai prévenu immédiatement Nicolas Revel au mois de janvier. Je me rappelle, c'était au vœu de la ministre, en lui disant, Monsieur le directeur, là, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Je vous préviens, sachez que ce sont des orthoptistes qui font bien du 8,5, mais ce ne sont pas des orthoptistes libéraux tels qu'on avait prévu au départ en l'introduisant dans la NGAP. Et voilà comment c'est parti. Et voilà comment, petit à petit, alors au début, ils ne se sont pas affolés, mais l'année d'après, quand ils ont vu les chiffres qui, comme tu dis, ont explosé l'enveloppe qu'ils avaient estimée, bah, c'est là qu'on a commencé à essayer de trouver des solutions pour essayer voilà, de sécuriser un petit peu l'enveloppe. Parce que c'est vrai que ce sont des orthoptistes qui le font, mais ce sont des ophtalmos qui l'encaissent. Donc, il y avait quelque chose, il y avait un hiatus qui nous heurtait un petit peu quelque part en disant, certes, c'est des orthoptistes qui font le 8,5, ça c'est sûr et certain, mais en fait, ça va dans la poche de l'ophtalmo. Oui, bah, c'est vrai qu'après l'inflation, c'est vrai que sur les salaires a eu aussi lieu grâce à ça. Grâce au fait Oui, bien qu'un sûr. ophtalmo de nos jours, s'il doit hésiter entre un opticien, une infirmière ou une ortho, même si évidemment il y a pas de, il y en a un dont c'est vraiment le métier qui a été formé pour ça dans le même type de branche, notamment, au CHU, en centre hospitalier, mais le fait est que forcément, si le médecin finalement arrive à rentabiliser totalement le salaire, bah, du coup, ça permet, de faire, croître progressivement. Bien sûr, C'est bien vrai sûr. que, en effet, donc du coup, ça n'avait pas été complètement vu au départ, le fait Non. qu'il y ait avoir cette ouverture-là. J'ai entendu parler qu'il y avait eu une sorte de moratoire, hein, donc du coup, Oui. une surveillance accrue, mais, ça fait peut-être 2 3 ans que j'entends parler de ce moratoire, mais finalement, ça a débouché sur rien, si ce n'est le rabotage à 8, quoi. Le moratoire, il a été instauré par la Caisse, mais il est pas contraignant. C'est ça. C'est un guide de bonne pratique. Et le moratoire
un tout petit peu infléchi la courbe, mais c'est assez vite reparti, hein. C'est assez vite reparti. Et donc, c'est pour ça que c'est rentré après dans la loi, en tout cas dans les conventions, les interdictions d'association d'actes. Voilà. Et, euh, et voilà. Et comme, et comme en fait, ce 8.5, ce que je te disais tout à l'heure, il est fait par des orthoptistes, mais encaissé par des ophtalmos, nous, notre problème, c'est que quand on allait négocier une augmentation ou de la MY ou de nouvelles cotations, eh ben, on nous disait, oui, mais votre enveloppe, elle a déjà explosé. Donc, on ne pouvait pas augmenter le champ visuel, on ne pouvait pas augmenter la rééducation, parce qu'on avait déjà une enveloppe qui avait explosé. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est bien pour les orthoptistes salariés, mais d'un autre côté, ça empêche la profession de progresser dans ses capacités. D'accord. Et d'où le fait cette année hein, d'avoir Ah, réduit à 8, ce qui vous a ouvert un volant qui a permis d'augmenter c'est d'autres ça. et qui a même créé une cotation. Et on en vient à la dernière étape hein, qui a eu lieu il y a quelques mois, la création du 8.7. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le 8.7, c'est donc euh, intellectuellement, c'est le fait que jusque-là, le 8.5 servait à la fois au renouvellement et à la primo-prescription, puisque le 8.5 s'appliquait sur les deux. Quand le 8.5 est passé en 8, l'équipe de Mélanie Ordinès a accepté, mais a dit, attendez, il y a quand même une responsabilité supérieure quand on prescrit une première paire de lunettes, plutôt que quand c'est un renouvellement. Un renouvellement, on est presque dans le confort, parce qu'on a quand même des bornes, on a des alertes qui s'allument en cas de trop grands changements dans les lunettes, puisqu'il faut rappeler que les opticiens ont des bornes pour Mhm. pouvoir renouveler les lunettes, alors que pas nous. On pourrait à la limite avoir un patient qui a plus 2 et si on lui trouve -5, on pourrait presque lui prescrire, ce qui est une aberration. Mais on n'est pas comme ça. Je veux dire, on a été formé auprès des ophtalmos, voilà, on a des petits gling-gling qui s'allument, on sait bien. Mais on a dit quand même, il y a quand même, au niveau de la primo-prescription, il y a un petit peu plus d'engagement, il y a un petit peu plus de responsabilité, même vis-à-vis de l'opticien, si on se trompe, hein, si on se trompe dans la primo-prescription. Et donc, pour valoriser quand même cette expertise dans la primo-prescription, on aimerait bien avoir un petit peu plus que le 8. Et c'est là que les négociations, voilà, c'est comme dans toute négociation, hein, on a commencé à 8,9, on est descendu à 8,5, puis on a transigé à 8,7 finalement. D'accord, super. Alors du coup, ce 8.7, il sert à la délivrance d'une primo-prescription euh, de En lunettes accès direct, exactement, en accès direct, mais du coup, est-ce qu'il est réservé au libéral ou alors en salariat, on peut faire la même chose finalement? on peut faire la même chose en salariat. C'est ça. Il n'y a aucune différence entre un orthoptiste salarié et un orthoptiste libéral. Tout fonctionne exactement pareil. Quand on a eu l'explosion des 8,5 en salariat, on a essayé, en tout cas moi, j'ai essayé de plaider pour le non-cumul de la CCAM, donc des actes techniques des ophtalmos, et de la NGAP. Parce que il y a dans la CCM, il y a la mesure de la réfraction, il y a la mesure de l'acuité visuelle, il y a la mesure de la vision des couleurs. Tout peut être coté en CCM, Ouais. mais l'optimisation fait que, voilà, on fait un acte en NGAP, on en fait peut-être un demi en NGAP, puis on en fait un en CCM, puis un demi en CCM, ce qui additionne toutes les cotations et ce qui fait des consultations à l'époque en moyenne. Je crois que la CNAM l'avait calculé, c'était 90 ou ça tournait aux alentours des 100 euros hein, la Mhm. consultation. Euh, donc moi j'ai plaidé pour ce non-cumul, mais a priori la loi ne le permet pas. La loi ne permet pas le non-cumul. Et donc cette NGAP du 8-7 peut être employée par un orthoptiste salarié. Mais je pense que très vite, je ne sais pas si ça existe déjà, mais je pense que très vite, chez les ophtalmos, par exemple chirurgiens, je pense qu'ils vont mettre en place des consultations de primo-prescription de 16-42 ans chez des patients non équipés qui vont venir directement voir les orthoptistes. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. C'est un circuit différent. Un circuit différent. On va avoir un circuit plutôt pathologique et un circuit plutôt Physiologique. diagnostic, pourquoi pas, bien sûr. Euh, Question, on entend parfois que la MY8 n'a pas vocation en tout cas à être réalisée pour un changement de lunettes intempestives, mais que doit être réservée à des cas de suivi de maladies longues, type glaucome, DMLA, et le jour où le patient nécessite une prescription de lunettes, et bien c'est à ce moment-là qu'on peut mettre un MY8. Tu as déjà entendu parler de cette version-là? Alors, pas du tout.
Absolument pas, mais je crois savoir, quoi, je ne crois pas savoir, je me doute d'où ça peut venir. En tout cas, pas des orthoptistes. Non, non, en tout cas, ce n'était pas du tout la philosophie, hein. La D'accord. philosophie du premier 8-5, c'était vraiment que les patients, donc comme je te disais à l'époque, hein, il y avait entre 6 mois et 18 mois d'attente, hein, que les patients n'aient pas à attendre 18 mois dans certaines régions pour pouvoir renouveler leurs lunettes. Non, non, c'était absolument pas cette philosophie. Alors que certains courants ophtalmologiques euh, commence à faire penser qu'effectivement c'est réservé à des cas particuliers. Je l'entends, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est D'accord. absolument, j'en ai jamais entendu parler, mais ça n'est absolument pas, en tout cas, ce pourquoi il a été créé. C'est ça. Peut-être il évoluera, hein, mais en Oui. tout cas, c'était pas la philosophie de l'époque. D'accord. Donc, a priori, chaque fois qu'il y a un acte de réfraction, de toute façon, un avis mercure se justifie. Donc, du coup, il est cotable. Très bien. On continue dans l'évolution. Par contre, là, on va aller regarder un petit peu sur le futur. Est-ce que comment tu vois, on va dire, l'évolution encore de cette délégation de tâches? On sait que, on parle de suivi de glaucome stabilisé, un petit peu, à l'instar des États-Unis, c'est ce qu'ils font beaucoup avec les optométristes pour, parce qu'eux ont beaucoup moins d'ophtalmo que nous, hein, notamment en Angleterre, mais est-ce que tu penses que ce sont des évolutions qui sont envisageables? Est-ce que c'est souhaitable ou pas pour l'orthoptiste? Alors, oui, bien entendu, tout protocole, déjà à mon époque, on avait travaillé avec l'HAS et les équipes du SNOF et du SNAO sur le protocole du glaucome. Mais si j'ai bien tout compris, c'est que le glaucome, c'est pas facile à dépister et c'est pas facile le diagnostic est pas facile à poser. Apparemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'étapes avant de diagnostiquer un glaucome. Mais bien entendu, nous, on a toujours dit, écoutez, à l'époque, c'était toujours pareil, hein, pénurie, file d'attente et ainsi de suite. Si entre deux consultations ophtalmo, vous voulez que ce soit les orthoptistes qui fassent l'acuité visuelle, le champ visuel, peut-être pas l'OCT parce qu'on pourra jamais, quoi. En tout cas, pas actuellement, on peut pas se le payer, mais peut-être un jour. Et peut-être une rétinophoto, aucun problème. Nous, on le fera, on le fera. Si ça permet qu'une fois sur deux, le patient n'ait pas besoin de reprendre une file d'attente de chez l'ophtalmo, bien entendu, on le fera. Après, pour ce qui est de l'avenir, et comme je te le disais, moi, je milite pour que l'orthoptiste soit le sage-femme de la filière visuelle. Euh, Moi, à un moment, j'étais pour le fait que, un peu comme aux États-Unis, on soit alors, ce qui s'appelait ou ce qu'ils appellent encore le gatekeeper, c'est-à-dire que là, démographiquement, on est plus que les ophtalmos maintenant, hein. Pendant un moment, on était beaucoup moins, puis on était à l'équipe, puis on est passé de l'autre côté. Donc très vite, on a quand même 450 jeunes qui sortent tous les ans, hein. Ouais. Donc très vite, on va exploser la démographie. Donc on va être beaucoup, beaucoup plus d'orthoptistes, avec beaucoup, peut-être pas beaucoup moins d'ophtalmos, mais en tout cas, nous, notre démographie, elle va augmenter. Donc, je pense qu'à l'avenir, je ne sais pas si je le verrai moi en tant qu'être vivant et en tant qu'orthoptiste, c'est sûr que non, mais en tant qu'être vivant, je pense qu'il va falloir quand même basculer un moment vers ce système à l'anglo-saxonne où on ouvre la porte de l'ophtalmo quand il y a un doute et quand il y a un risque de pathologie. C'est-à-dire que la population, bien sûr, aura toujours le choix en France pour choisir entre l'ophtalmo et l'orthoptiste, ou peut-être même l'opticien si un jour leur métier évolue. Mais voilà, quand il y aura 20 000 orthoptistes et 5 000 ophtalmos, je pense que ça va plus pouvoir fonctionner pareil. Il va pas pouvoir y avoir un ophtalmo qui travaille. Moi, j'ai toujours dit, hein, un ophtalmo, il peut pas, il peut embaucher 100 orthoptistes, mais il pourra jamais consacrer moins de 2 minutes à chaque patient. S'il doit revoir tous les patients, il peut pas consacrer déjà 2 minutes, c'est déjà pas Ouais. beaucoup, mais bon, il paraît que ça existe. Euh, à l'époque, je disais, il ne peut pas consacrer moins de 10 minutes, à l'époque, je disais, mais on a appris que depuis, c'était beaucoup moins. Mais voilà, donc si on veut que la filière continue à travailler, il va falloir que les orthoptistes soient et en primo-accession, en tout cas en accès direct, et soient capables de diagnostiquer la physiologie visuelle, peut-être avec de l'IA, hein, bien sûr, hein, avec de l'aide de l'IA. Hein. On prend une rétinophoto, on prend un OCT si on a un OCT, on fait un champ visuel, on passe tout ça dans la machine. La machine émet un fichier vert, quoi, une lumière verte, une lumière rouge, une lumière orange. Si c'est vert, pas trop de problème parce qu'on pense que l'IA va être fiable. Si c'est orange ou rouge, bien entendu, immédiatement ophtalmo, hein. Donc je pense qu'il va falloir que ça évolue comme ça parce que on sait que les demandes sont de plus en plus importantes dans la population.
La population vieillit, il y a des pathologies du vieillissement visuel, il y a les glaucomes, il y a les DMLA, il faudrait s'occuper beaucoup, beaucoup plus, là on l'a eu, mais du dépistage des enfants, hein. Nous, on l'a eu aussi en accès direct, en même temps que le 8-7. Mais il faut s'en occuper plus, il faut aller dans les maisons de retraite, il faut aller dans le médico-social, qui est un parent très pauvre de la filière visuelle, il faut aller dans les EHPAD, il faut aller, voilà. On a besoin encore de beaucoup d'endroits où un professionnel de la filière visuelle a besoin d'être. Et donc, si un professionnel de la filière visuelle doit s'y rendre, il faut qu'il ait un petit peu plus d'autonomie et en tout cas de confiance de la part de ses partenaires. Et il faut que ça évolue dans ce sens-là, à mon avis. D'accord. Question également sur le fait que, est-ce que tu vois un taux d'équipement des orthoptistes, on va dire, qui augmente ou parce que jusqu'alors, on voyait souvent, c'était quand même une table de réfraction avec un autoref, avec un réfracteur, voire un fronto, ça coûte une certaine somme, hein, forcément. Et donc, du coup, l'orthoptiste hésitait un petit peu à faire cet investissement. Est-ce que toi, tu le vois beaucoup plus régulièrement maintenant parce qu'ils savent que ça va être une partie de leur patientèle, d'avoir des patients en lunettes en direct, ou alors est-ce qu'ils hésitent encore parce que on voit que en même temps, les ophtalmologues sont de plus en plus nombreux, on va dire, ou en tout cas, on voit les délais fondre. Et donc, du coup, désormais, quand on a une semaine de délai, la concurrence de l'orthoptiste, elle n'est pas forcément très, très logique. Oui, tout à fait, tout à fait. Je sais que les jeunes collègues, il y en a quelques-uns qui sont partis effectivement dans cette voie d'investissement matériel pour pouvoir faire les nouvelles compétences, en tout cas ce qui sort du cœur de métier de la rééducation et du bien. Euh, mais on les a toujours prévenus, hein. Que ce soit moi ou que ce soit Mélanie, elle nous a dit encore qu'elle leur a dit ça. Attention, il y a de la concurrence du côté ophtalmo. Vous pouvez, hein, bien entendu, puisque toutes les compétences sont accessibles. Il y a la concurrence d'ophtalmo et très vite, il y aura certainement la concurrence de l'IA et des cabines et des je ne sais pas quoi. Mais sachez que ce pan du métier euh, est plus fragile, en tout cas, et moins pérenne que le côté rééducation pour l'instant, hein. Parce que peut-être quelqu'un demain va inventer une machine à rééduquer qui marchera très très bien. Mais pour l'instant, en tout cas, on a encore une expérience et une expertise qui est inégalée par quelques machines que ce soit, même si on a de plus en plus de casques à réalité virtuelle, comme je sais que tu as reçu iSoft, voilà, Mover, il y a plein de nouveaux, voilà, iBrain, il y a beaucoup de gens qui développent des choses comme ça, mais néanmoins, pour l'instant, euh, c'est encore dépendant de l'opérateur. C'est opérateur dépendant. Et donc, pour l'instant, voilà, le cœur de métier reste encore celui qui est pas trop remplaçable, ni par une machine, ni par quelqu'un d'autre de la filière. Donc, oui, on a des collègues qui ont tenté le pari, qui marche bien, surtout dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'offres de soins. Mais voilà, et après, il faut qu'ils prennent leur, leur risque. Mais on faisait la même chose, nous, à mon époque, quand on s'installait dans un cabinet de rééducation et qu'on avait déjà une collègue, comme on disait qu'il fallait 5 ophtalmos pour faire venir un orthoptiste, on avait une collègue dans la ville d'à côté, une autre dans la ville encore de l'autre côté. On savait que ça pouvait être difficile, mais voilà, les temps évoluent et chacun prend ses risques, hein. D'accord, très bien. Et il y a un point que je voulais voir avec toi, voir ton avis là-dessus. Moi, c'est vrai que quand j'accompagne des ophtalmologues qui vont créer un centre, j'aime beaucoup un process, alors qui est un petit peu touchy parce qu'il faut faire attention avec la qualification, requalification plutôt en salariat déguisé. Mais moi, je trouve que pour un orthoptiste, et je le vois hein, sur le terrain, une fois qu'on a créé ce type de centre, on voit qu'ils sont épanouis parce qu'ils font un peu des deux. Moi, j'aime bien le système où les orthoptistes vont s'installer en libéral et vont exercer donc du coup la rééducation pourquoi pas la prescription dans leur centre d'orthopsie, mais également vont aller travailler avec l'ophtalmologue et pas pour l'ophtalmologue, toujours en libéral, dans un système bien intégré où c'est même pas eux qui vont prendre la carte vitale, etc. Et puis ils vont faire leur travail aux côtés de l'ophtalmologue et du coup ils vont avoir accès forcément, alors même s'ils ne sont pas foncièrement des collègues de travail puisqu'ils ne sont pas dans la même équipe, mais ils peuvent échanger avec l'ophtalmologue et donc du coup ils vont pouvoir faire ça 2, 3 jours maximum, c'est ce qu'en tout cas moi c'est ma règle. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je pense que ce serait intéressant, hein. On en discutait un peu avec un collègue tout à l'heure qui nous sollicitait là-dessus. Je pense que c'est intéressant. La seule chose, c'est qu'à mon avis, ce sont les textes réglementaires qui manquent. C'est l'interdiction de la rétrocession entre deux professions qui ne sont pas les mêmes. C'est l'interdiction de faire des prestations de services. En tant que professionnel de la santé, on n'a pas le droit de faire des prestations de services. On n'est pas des plombiers, on n'est pas des informaticiens. Mais ce serait intéressant, bien entendu, ce serait intéressant, dès lors que ce sont vraiment deux libéraux qui coopèrent. Si c'est pas l'orthoptiste prend ses vacances quand l'ophtalmo prend ses vacances, parce que c'est l'ophtalmo qui décide. Quand c'est pas, ah oui, moi aujourd'hui j'ai décidé de travailler de 8 heures du matin à 21 heures, donc toi tu seras là de 8 heures du matin à 21 heures. Mais il faut inventer une forme. Je sais que le SNOF avait beaucoup travaillé là-dessus. Thierry Bourg avait beaucoup travaillé là-dessus. Je pense qu'il voulait créer des CELARL pluriprofessionnels. Mais voilà, pour l'instant, je pense que ce sont les textes réglementaires. Mais au-delà du ministère de la Santé, hein, je pense que c'est plus du côté de l'URSSAF, de Bercy ou des impôts, hein. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut travailler. Je sais pas, mais je pense que ce serait bien entendu très intéressant. Très intéressant parce que comme tu le dis, ça épanouit tout le monde. Ça épanouit tout le monde, puisque l'orthoptiste, lui, peut choisir ses jours de travail, cœur de métier et ses jours de travail aide. Et comme, voilà, et comme on travaille, comme tu le dis, pas d'égal à égal, mais en coopération parfaite avec quelqu'un avec qui on a confiance, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, hein, aucune raison que ça ne marche pas. Moi, je serais assez pour, hein, mais je pense que c'est le texte réglementaire qui bloque pour l'instant. Il faudrait que quelqu'un prenne la décision, mais alors je ne sais pas à quel niveau. Quand on va voir la DSS, ils nous disent c'est pas nous. Quand on va voir la DGOS, ils disent c'est pas nous. Je pense qu'il faut taper effectivement à Bercy, l'ACOS, l'URSSAF, voilà, tout ce qui est côté finance et impôts. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va en revenir sur toi, hein, puisqu'on a parlé beaucoup Oui, de c'est ce qu'il y a de plus ta intéressant, fonction. hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelle est ta marotte finalement? Qu'est-ce qui te tient encore en cabinet après toutes ces années? Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ah bah, ce qui me tient encore en cabinet, c'est que j'ai pas encore tous mes trimestres pour prendre ma retraite, donc ça me tient obligatoirement. Bah écoute, non, moi j'adore mon métier. Alors c'est vrai que du temps où j'étais à la tête à la présidence du SNAO, le fait de sortir beaucoup, je veux dire, j'étais pas beau, j'étais pas tant que ça au cabinet, hein, allez, j'étais 3 jours, voilà, 6 demi-journées au cabinet, en comptant le samedi matin, parce que j'ai toujours travaillé le samedi matin. Euh, donc voilà, ça me permettait d'aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. Maintenant que je suis plus au SNAO ni à l'UNRIO, bah, je vais voir, hein. Maintenant, je vais être enfermé chez moi puisque mon cabinet est chez moi. En fait, c'est ce que je dis souvent, hein. Le matin, j'ouvre mon portail et le soir, je ferme mon portail. Je ne sais pas s'il a plu, s'il a fait beau, s'il a fait froid, je ne sais pas. Mais néanmoins, je pense que je vais continuer tranquillement. J'aime beaucoup, j'adore quand mes patients, et heureusement, il y en a beaucoup, me disent qu'ils sont amplement soulagés par ma prise en charge. J'ai des anecdotes de patients qui ne pouvaient plus tenir devant un écran et qui, après la rééducation, plus de prises pluridisciplinaires, ont repris le golf ou ont pu travailler leurs examens parce qu'ils pouvaient se concentrer, ou ont pu apprendre à rentrer dans l'apprentissage de la lecture parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ça me comble toujours de joie. Bien entendu, on a quelques échecs, hein, quelques échecs et quelques râleurs et quelques mauvais coucheurs, mais c'est pas la majorité. Donc voilà, moi j'adore rendre service. Je ne sais pas si c'est dire rendre service, en tout cas soulager mes patients. Et quand, au bout de la 6e, 7e séance, je leur demande et au fait, vous avez toujours mal à la tête, vous avez toujours mal aux yeux, et qu'ils me disent ah, mais oui, c'est vrai que j'avais mal à la tête il y a 3 semaines, je ne m'en souvenais plus. Je dis mais c'est pour ça que je note tout, parce que quand on a plus mal, on s'en souvient plus. Mais quand, voilà, au bout de la 5e, 6e séance, je leur dis et vos maux de tête, ça va? Ah, mais non, j'ai plus mal à la tête du tout. Et là, moi, j'adore ça. D'accord. On t'a offert le poste de président d'honneur du SNAO pour, bah, évidemment, pour l'ensemble de ton œuvre. Ça touche ce genre Voilà, oui, ça m'a touché. de choses de la part de ses pairs? J'en ai versé une larme parce que je ne m'y attendais pas. Donc voilà, j'étais sur scène, ça a un petit peu larmoyé. Oui, oui, ça me touche, bien entendu. Ça me touche énormément parce que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, à la limite, je dirais que j'ai presque fait ça en égoïste parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui me plaisait énormément, le fait de faire évoluer la profession.
Et comme je le disais à certains de mes collègues ce week-end, comme tout un chacun peut-être, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et voilà, et quand on me dit, oh là là, qu'est-ce que tu as fait comme chose bien? Je me dis, ouais, je n'ai pas fait grand-chose finalement, je me suis amusé un petit peu, j'adorais ça. Mais bon, le fait d'être reconnu comme quelqu'un qui a compté dans la profession et que ce soit concrétisé par ce titre de président d'honneur, ça ne fera pas taire mon complexe de l'imposteur, mais voilà, de temps en temps, ça le met un petit peu dans ma poche avant qu'il ressorte un petit peu, quoi. Ouais. Voilà, super, très bien. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Dernière question un petit peu rituelle. Quel conseil tu donnerais à un jeune orthoptiste qui sortirait de ses études, qui ne manquera pas de regarder cet épisode? Ah, j'en ai donné beaucoup des conseils à les jeunes orthoptistes. J'en ai donné beaucoup et depuis 20 ans, j'ai toujours dit aux jeunes qui venaient me demander, j'ai dit, allez en orthoptie parce que c'est un métier d'avenir, c'est une filière d'avenir. Et je pense que maintenant, on a prouvé que c'était vraiment une filière d'avenir. On a la profession qui a le plus progressé par rapport aux kinés, aux orthophonistes, aux pédicures podologues et aux infirmiers. C'est la profession qui a le plus progressé, hein. Et pour les orthoptistes d'avenir, je leur dirais, sachez que, en tout cas, l'avenir est radieux, je ne sais pas, mais en tout cas, on est assez optimiste pour l'avenir, que peut-être, peut-être d'ici quelques années, vous êtes déjà au centre des trois eaux, puisque maintenant, tout passe, en tout cas, c'était un peu mon but, c'est que tout passe par l'orthoptie, hein. Mhm. Entre l'orthoptie, l'opticien et l'ophtalmo, on est un petit peu au centre, mais de plus en plus, je pense qu'on sera vraiment le maillon central autour duquel la filière visuelle va tourner, sans dire que les autres font rien, hein, bien entendu, mais on va devenir incontournable et on va devenir, et on va, si le SNAO continue comme ça, en tout cas, ça va s'ancrer dans les textes réglementaires et je pense que, voilà, on sera quelque chose d'important, même si on n'est pas encore connu de tout le public, mais je pense que ça va pas tarder. D'accord. Eh bien, écoute, merci Laurent pour cette Merci à toi. présence aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir, je le répète, hein, vraiment d'avoir cette vue d'ensemble. Il me reste à te souhaiter une belle fin de carrière, en tout cas, une Merci belle beaucoup. acquisition de tes trimestres. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Pour moi, cet épisode est un concentré de sagesse et d'histoire de la collaboration entre ophtalmologues et orthoptistes. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.